c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, dans le podcast de la loose, on accueille Léa Clos, connue sur plutôt LinkedIn. Léa, elle est consultante en stratégie de contenu. Elle accompagne les entrepreneurs à se rendre visibles et désirables aux yeux de leurs clients en s'appuyant sur la dernière découverte faite en neurosciences. Léa, merci d'être là. Comment vas-tu ? Eh ben, écoute, merci à vous pour l'invitation. Très contente d'être avec vous deux. Ravie de t'accueillir aussi. Pour commencer cet épisode, on propose toujours un petit jeu à nos invités. Donc c'est un système de questions-réponses où tu dois juste répondre soit par oui, soit par non. T'es pas obligé de te justifier. Si t'as envie, tu peux. Mais voilà, l'idée c'est plus de faire un petit peu des réponses au tac au tac. Est-ce que tu es prête ? Joker ou pas de joker ? Pas de joker. Ok. Allez, première question. Est-ce que t'as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Ou un sondage sur LinkedIn, par exemple ? Non, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post ? D'office. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Ouais, sûrement, ouais. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Ouais, pareil, sûrement. Est-ce que tu as déjà pleuré pour ton activité, pour ton business ? Je crois pas. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Ouais, tout le temps. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie, un recrutement, peu importe ? Donc pas été rentable, non. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Ok. Merci pour ton honnêteté. Alors du coup, Léa, comme je disais en introduction, donc toi tu communiques principalement sur LinkedIn et très très rapidement, tu as obtenu de très bons résultats, que ce soit en termes de visibilité, mais aussi en termes de conversion de clientèle. Si je me trompe pas, tu as plus de 27 000 abonnés en un an sur LinkedIn, une centaine d'entrepreneurs accompagnés. En soi, c'est quelque chose qui peut faire rêver plus d'un. On pourrait dire que c'est quand même une réussite, plutôt une belle réussite. Mais bon, ici, c'est quand même le podcast de la loose. Donc, si on est là, c'est qu'il y a peut-être un revers de la médaille sur cette réussite fulgurante, exponentielle. Donc, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de cette ascension ? Enfin, comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu ? Voilà, raconte-nous un peu tout ça. Je pense que ce que tu dis est juste, et c'est pour ça aussi que, très souvent, en fait, là, si je me refais un peu le fil de l'année qui vient de s'écouler, très souvent, c'est comme ça qu'on m'a présenté, genre, waouh, Léa, ascension fulgurante sur LinkedIn, parce que pour ceux qui sont plutôt sur Instagram, ça peut paraître être une ascension, je sais pas, normale, mais on va dire que sur LinkedIn, on est quand même plutôt sur une croissance qui est au-dessus du panier, tu vois, si je suis parfaitement honnête avec mes propres résultats. Et donc très souvent, c'est ça que les gens mettaient en avant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu autant de spotlight aussi sur moi. C'est parce que les gens se disaient, waouh, c'est quoi cet ovni qui débarque et qui genre tue le game, c'est quoi ce bordel ? Et donc il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, mais finalement assez peu de bruit sur de l'intérieur. Qu'est-ce que ça signifie pour la personne qui le vit ? Qu'est-ce qui se passe en coulisses ? À la fois parce qu'on m'a jamais trop posé la question, et aussi parce que moi-même, en fait, j'ai assez peu communiqué dessus. Pour tout plein de raisons, mais donc c'est trop cool qu'on puisse en parler aujourd'hui. Voilà, déjà ça c'était la petite intro. Et donc le contexte de tout ça, c'est quoi ? Parce que le pourquoi est-ce que je me suis lancée et comment est-ce que la transition, on va dire, elle s'est faite au fur et à mesure. C'est aussi important, je trouve, dans la suite de l'histoire, c'est qu'en fait, donc moi j'ai commencé à publier sur LinkedIn en début octobre, je crois, style le 3 ou 4 octobre 2023, du coup, donc effectivement, il y a un an. Et à l'époque, ce qui se passait, c'est que moi, j'étais consultante indépendante et je travaillais pour un cabinet de conseil en stratégie. Et moi, en fait, je faisais
la stratégie de marque à l'intérieur de ce cabinet-là et pour le cabinet en particulier. Et j'étais un petit peu à ce moment-là bref, on va dire grosso modo, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de mon métier. Je trouvais pas trop de sens dans le fait d'accompagner des entreprises à ce moment-là. Et puis, j'avais aussi un petit peu cette pression corporate d'être la nana qui à la fois propose des stratégies, doit les appliquer, et tout ça est passé à travers le filtre de personnes qui prennent des décisions avec lesquelles je suis pas toujours alignée, et quand t'es créatif et que c'est toi qui appliques des trucs avec lesquels t'es pas aligné, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, ok, à ce moment-là, j'ai besoin d'un peu plus de reconnaissance et j'ai besoin d'un terrain genre créatif sur lequel je suis vraiment libre de m'exprimer comme je veux, de faire ce que je veux, de parler de ce que je veux, et genre ceux que ça intéresse, ils viennent, ceux que ça intéresse pas, ils vont se faire foutre, et puis voilà, c'est tout, tu vois, genre juste, je vais attirer à moi des gens qui veulent bien écouter ce que j'ai à leur dire. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Donc vraiment, mon plan de base, c'était, moi, je me fais un kiff, j'ai pas besoin de gagner de l'argent dans l'immédiat, juste, je prends du plaisir à partager et à aider des gens, tu vois, qui en ont très certainement besoin. Et on verra, genre dans un an, tu sais, on fait le bilan, et s'il y a quelque chose à en tirer, bah, je prendrai une décision, et puis on verra. En gros, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Et il se trouve que très vite, en fait, il y a eu une belle traction sur mon compte, puisque honnêtement, je pense que, allez, j'ai commencé en octobre. En gros, j'ai vraiment eu une croissance d'audience au démarrage qui a été mais immense. Au bout de quelques mois, je crois, c'était 4 mois, un truc comme ça, ou peut-être 5 mois, j'en sais rien, j'avais déjà mes 10 000 abonnés, donc vraiment, ça faisait genre piouf, comme ça. Et en fait, en décembre, du coup, je me suis dit, ça fait 2 mois que je publie, je vois que la courbe, elle est plutôt très, très haussière. Moi, à côté, je continue de faire mes missions et tout. Enfin, en gros, je fais ça en plus de mon job, tu vois, et mes missions full-time, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Genre, je sens qu'il y a qu'il y a un train à prendre, et que si je rentre pas dans le wagon maintenant, genre là, c'est ma fenêtre de tir, tu vois, il faut que je tire dedans, parce que si je loupe le coche, potentiellement après, la hype, elle va s'effondrer, la vague, elle sera moins forte, et je me dirai, oh crotte, pourquoi je l'ai pas fait? Donc, comme je suis une personne relativement excessive, j'ai fait all-in, j'ai dit, ok, tous mes contrats en cours, genre, je les stoppe, c'est terminé. Du jour au lendemain, genre, je rentre 0 chiffre d'affaires, puisque bah, je suis pas salariée, je suis à mon compte. Donc, du moment où je rentre plus d'argent, je rentre plus d'argent. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide de l'État, il n'y a rien du tout. Donc, je me suis lancée, on va dire, mi-janvier. J'avais stoppé tous mes contrats, tout était arrivé à terme. Et donc, du jour au lendemain, je me retrouvais avec genre 5 jours, enfin, toutes mes semaines de libre devant moi, plus aucun autre projet client, juste ce nouveau projet-là à construire, et continuer d'entretenir cette croissance, et maintenant la monétiser, puisque bah, j'avais plus d'argent, quoi. À part tout le matelas de sécurité que je m'étais constitué, et franchement, j'ai pas à me plaindre, parce que j'ai toujours beaucoup économisé, donc j'étais quand même relativement sereine de ce point de vue-là. Mais toujours est-il que moi, j'avais rien d'autre, quoi. Tu vois, si je monétisais pas, j'avais pas le temps, en fait, de me dire, oh, est-ce que je ferais pas un joli logo ou un site internet, ou oh, est-ce que je serais pas un peu dans mon petit confort, tu vois, genre chercher mon business model. Genre non, il faut y aller maintenant, tu vois, on va transformer cette putain d'ambiance. Et donc en fait, c'est comme ça que tout s'est très très vite emballé. Et donc à la fois, j'ai eu du coup cette pression de me dire, il faut que, enfin là, il y a un truc, il y a une fenêtre de tir, je me rends compte que ma croissance, elle est anormale, et donc il faut que je capitalise à fond dessus, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, mais tout ce que je suis en train de construire là va me servir pour la suite, ça j'en avais conscience. Dans un second temps, j'avais cette pression de me dire, du jour au lendemain, t'es passé de tout va bien, je fais ça à côté, c'est cool, j'ai mes missions de consulting qui m'apportent quand même un revenu qui est hyper stable sur l'année, comme c'est des missions qui se signent sur plusieurs mois à l'avance, à tu rentres plus aucun CA, donc en fait, il faut très vite tester ton marché pour savoir si oui ou non les gens ils sont prêts à payer, parce que mettre des petits likes c'est mignon, mais sortir la carte bancaire, enfin tu vois, c'est pas du tout un indicateur de si oui ou non les gens sont prêts à acheter tes produits. Et donc très vite, j'ai été prise dans cette un peu comme dans une genre de machine à laver, tu vois, ou un rouleau compresseur, où fallait que je fasse croître cette audience, fallait que je gère tout ce qui incombe en fait à une croissance sur les réseaux sociaux, donc la modération, les sollicitations, les trucs, les machins, et en parallèle construire une offre, la tester, la lancer, gérer les clients, et waouh, tu vois, enfin genre c'est huge. Et dans tout ça, enfin c'est énormément de boulot. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est monstrueux. En 2 mois, j'avais lancé mon offre, testé tout le truc, le machin, mais ça veut dire que littéralement, je bossais 7 jours sur 7 comme une tarée, et ça n'a jamais arrêté en fait, jusqu'au mois d'août en gros.
j'ai dû tout gérer, tous ces trucs-là de front. Je bossais comme une zinzin. Chaque opportunité, j'étais beaucoup sollicitée. Je l'acceptais en me disant, je sais que dire oui à ces trucs-là, c'est essentiel. J'ai annulé des vacances. Voilà, c'était juste un rythme de dingue. Avec à la fois la pression, enfin, pas la pression, mais une forme de stress de se dire, je sais que ce que je suis en train de vivre est anormal et donc il faut que j'en tire le maximum parce qu'il faut que je continue de surfer sur la vague tant qu'elle existe, en sachant très bien qu'un jour cette vague, elle allait commencer à s'effondrer ou un petit peu à s'amoindrir, tu vois, à perdre en vigueur, on va dire. Et de l'autre côté, à me dire, bah, en fait, il faut que je rende du cash parce que, genre, juste, si je le fais pas, il se passe rien. Donc, on se rend pas forcément toujours compte de ça. Je sais pas si vous voulez creuser un peu certains points, mais ça, c'est un peu le topo général qui m'a amené, en juillet, après mon troisième lancement, je sais même plus, à me dire, ouais, là, j'en ai marre, quoi. J'en peux plus, tu vois. Je suis au bout du Rolls et j'ai une vie qui est totalement déséquilibrée. Moi, je veux bien qu'on revienne juste sur la genèse de tout. Pourquoi LinkedIn et pas notre réseau social? En fait, je dirais qu'il y a 2 raisons. La première raison, c'est qu'en fait, moi, j'avais plutôt tendance pour du contenu éducatif à consommer LinkedIn parce que je trouvais que la qualité des informations était meilleure que sur d'autres réseaux comme Instagram, tu vois, typiquement. Et comme moi, j'avais envie de m'adresser à des professionnels, à une cible B2B, enfin, ça faisait plus sens que je puisse hésiter entre ces 2 réseaux-là. Et donc, pour cette raison-là, je trouvais que LinkedIn était bien. Et l'autre raison, c'est que j'avais conscience aussi qu'il y avait une fenêtre de tir à ce moment-là aussi sur LinkedIn, que clairement, la plateforme était très loin d'être saturée. Tu vois, chacun pense qu'il veut d'une plateforme saturée ou pas, mais en tout cas, qu'il y avait vraiment une place à se faire et que le timing me semblait encore bon, là où je trouvais beaucoup plus risqué ou beaucoup plus difficile d'émerger sur une autre plateforme. Ok, hyper intéressant parce que souvent LinkedIn c'est le réseau social du chétan par définition. Il y a pas grand monde qui aime trop. Et du coup, la facilité, ça serait de se tourner vers Instagram. Donc, du coup, toi, tu t'es dit non, il y a une place à prendre. Je vais me lancer sur LinkedIn. Donc, au début, tu postes plus par plaisir que par objectif. Il n'y avait pas forcément d'objectif derrière ou quoi que ce soit, mais tu arrives quand même à te créer cette super audience et tout s'accélère. Comment tu gères justement, parce que j'imagine que tu es toute seule, comment tu gères pour faire ton étude de marché, vérifier que ton produit il se vend, qu'est-ce que tu mets en place en termes de business model pour justement lutter contre ce temps qui défile à toute vitesse? Bah, en réalité, je me suis vraiment dit, ok, il faut que je lance un truc vite, quelque chose de qualité, parce que je suis incapable, je pense, de lancer un produit avec lequel je suis pas 100% alignée, tu vois, d'un point de vue de la qualité, mais c'était très simple. En fait, si tu veux, quelque part, c'était l'extension de mon propre métier. Donc, au fond, je savais déjà comment résoudre la problématique de mes clients. La problématique dans mon métier, en fait, elle est très vite identifiée. Elle est un peu double. Elle est double et en même temps, elle est totalement reliée. J'ai envie d'avoir plus de clients, de me rendre visible auprès de mes clients. Donc, comment est-ce que je fais pour être visible et comment est-ce que je fais pour convertir cette audience que je crée, tu vois? Hyper simple. Enfin, tu sais t'as pas besoin d'une étude de marché qui est archi poussée pour savoir exactement ce que veulent les gens sur mon marché. Et donc derrière, j'ai construit mon produit, cherché des bêtas que j'ai onboardé au milieu de la construction du produit. Tac, 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 on a avancé super vite. J'ai lancé avec un pool fermé. Je m'étais dit, je limite à 20 personnes juste pour voir un petit peu au démarrage comment ça se passe sur des clients. Est-ce que je peux vendre ça en evergreen? Est-ce que je vends ça avec un système de lancement fermé et tout? Et donc voilà, en fait, très vite, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai en ma maîtrise? Comment est-ce que je peux faire des genres de bêta, de tests sur certains autres curseurs que j'ai pas forcément en main ou que j'ai pas encore testé? Et j'ai avancé comme ça au fur et à mesure. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant et en même temps, c'est aussi un peu un learning, je trouve, c'est que au final, sur là toute l'année qui vient de s'écouler, j'ai lancé 2 produits, j'ai construit un 3e produit pour quelqu'un d'autre, Marketing Mania, mais du coup, ça compte pas vraiment dans mes lancements à moi. Et là, je suis en phase de construction d'un 3e produit, mais à chaque fois, j'ai lancé des trucs, ça a fonctionné, mais c'était moi derrière qui n'était pas aligné à 100% avec le modèle. Et ça, en fait, je me dis, d'un côté, c'est chiant parce que
par moment, ça vaudrait peut-être le coup de mieux réfléchir, mais en même temps, tant que t'as pas testé, t'en sais tellement rien, tu vois. Entre l'image que tu t'en fais et comment est-ce que toi tu le vis dans la réalité et ce que tu apprends par la suite une fois que ton produit est lancé, il y a un monde, quoi, vraiment. Donc, je suis un peu partagée entre la leçon de dire il faut lancer très vite et genre n'hésitez pas à lancer des trucs imparfaits parce qu'en fait, au-delà de savoir si ça va prendre ou pas sur votre marché, c'est genre tellement important aussi de savoir si oui ou non ça va prendre sur vous parce que le truc peut être un succès, ce qui a toujours été pour mes produits, mais en fait, c'est à moi que ça n'allait pas. Donc, c'était un succès pour les autres, mais pas un succès pour moi, tu vois. Et en même temps, c'est aussi un message un peu déculpabilisant de dire, les gars, genre, juste, c'est tellement normal de pas trouver ces réponses dès le démarrage, tu vois, parce qu'on a souvent tendance à se flageller en se disant, putain, mais je vois que les succès, tu sais, j'ai l'impression que tout le monde est hyper successful autour de moi, trouve tout de suite ses réponses. La vérité, c'est que non, quoi, c'est tellement difficile de trouver, tu sais, entre l'image de ce qu'on nous vend être un succès versus qu'est-ce qu'est la définition du succès pour soi. Il y a vraiment un écart et la meilleure manière de le savoir, c'est de le tester. Et ça peut prendre du temps. Donc voilà, désolée, j'ai un peu dérivé, mais micro-parenthèse que je trouvais bonne à entendre. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et puis c'est vrai, même si tu te lances, même si tu suis pas une courbe de croissance comme toi, tu as pu avoir, il y a forcément plein de choses que tu sais pas sur l'entrepreneuriat, sur les différents business models, sur effectivement, est-ce que ça va plaire à ton audience ou pas, et est-ce que ça va te convenir à toi. Et en fait, ça, tu peux l'apprendre que en expérimentant. Moi, je sais que typiquement, ma première année d'entrepreneuriat, je m'étais dirigée plus vers de l'opérationnel, où en gros, je voulais faire du community management, mais aussi créer des sites internet, mais vraiment que dans l'opérationnel. Et en fait, au bout de 8 mois, je me suis rendu compte que clairement, ça me faisait chier, mais j'aurais jamais pu le savoir si je l'avais pas testé. Donc, c'est un très très bon conseil qui peut s'appliquer justement dans n'importe quel cas. Ouais, carrément. Et du coup, moi, je m'interroge parce que tu l'as dit, donc ça marchait super bien pour les gens. En tout cas, ça plaisait beaucoup aux gens, ça leur correspondait. Mais tu nous dis, moi, ça m'allait pas. C'était pas aligné avec ce que moi j'aimais, ce que moi je voulais. Toi, qu'est-ce que tu voulais et comment tu as fait pour te rendre compte? Puisque tu nous as dit, ça fait 2-3 lancements de janvier à juillet, donc c'est énorme quand même. C'est que tu as enchaîné, tu t'es pas laissé de temps de pause, hein. Donc, est-ce que tu as lancé la même chose, enfin la même chose, pas le même produit, mais dans le même style? Enfin, comment ça s'est passé? Parce que je me dis, en si peu de temps, faire 2-3 lancements et derrière, ouais, sentir en plus que c'est pas 100% aligné. Enfin, comment t'as vécu le truc, en fait? Bah, en fait, je sais pas comment je l'ai. En fait, je pense que ça dépend. La première fois, tu te dis, ça fonctionne pour les gens, mais pour moi, ça fonctionne pas. Donc là, tu sais, c'est un peu un acte de courage que de dire, bon, bah, j'accepte de reperdre du temps pour trouver un modèle qui me correspond. La deuxième fois, quand ça réapparaît, et là, la situation a été un peu différente. En gros, pour faire le rapide chemin de quelles ont été à chaque fois mes réflexions, le premier produit que j'ai lancé, c'était donc vraiment un accompagnement, enfin une forme d'accompagnement, un format plutôt hybride. On peut pas appeler ça 100% un accompagnement, mais on va dire une formation dans laquelle les gens pouvaient avoir accès à moi pour me poser leurs questions via une communauté, tu sais, un channel Discord avec des channels dédiés dans lesquels ils pouvaient genre poser, tu sais, leurs questions, boîte à questions, et c'est moi qui répondais en direct, et un programme complet sur vraiment axé sur les débutants, le débutant qui débarque, qui sait rien faire et qui se dit ok, moi je suis perdu, genre je veux communiquer sur mon activité, mais comment je fais? Et donc c'était vraiment le chemin de A à Z, de je suis du père à ok, c'est carré, ça roule, je sais même optimiser des petits trucs qui me font plaisir, tu vois, mais qui sont pas essentiels dans une stratégie de contenu, etc., etc. Et là, en fait, ce qui me dérangeait, il y avait deux choses. Première chose, je m'étais rendu compte que ce channel Discord, tu vois, ça mettait de l'ambiguïté dans la relation avec les gens. C'est-à-dire que, quelque part, je me suis rendu compte que j'aimais bien quand tout était cadré. Parce que j'étais dans une situation où finalement, j'étais un peu passive dans la relation avec mes clients. Je devais attendre que eux me sollicitent, mais quand ils me sollicitaient pas, ça me faisait fortement stresser. Tu vois, je me disais merde, est-ce que ils osent pas? Est-ce que ça va, mais ils osent pas me le dire? Est-ce que ils sont pas à l'aise avec la plateforme, etc. Donc il y avait des gens qui me sollicitaient, d'autres pas du tout. Et moi en fait, ça me faisait stresser du point de vue du résultat client, tu vois. Et donc là, je me suis dit ok, ça déjà, ça me stresse. Plus le fait d'avoir du coup des interruptions dans mon agenda où genre tu sais, les gens t'écrivent et c'est à toi de leur répondre, alors que potentiellement, moi j'aime pas ce genre d'interruption qui sort un peu d'un chapeau. Là, je m'étais dit que ça, c'est le problème. Deuxième problème, c'est que
je me rendais compte que beaucoup de personnes, en fait, étaient bloquées sur les problématiques vraiment de base. Genre, un positionnement stable, c'est un truc con, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Si votre positionnement, il est éclaté, chercher à communiquer dessus, c'est juste communiquer. Enfin, genre, vous avez un tas de merde et c'est mettre encore plus de paillettes sur un tas de merde. Genre, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc, avant, non, mais c'est la réalité. Enfin, si ton truc, il est instable, juste, ça n'a aucun sens de communiquer plus d'un truc qui est déjà puant, quoi. Et donc, du coup. J'aime beaucoup l'image que tu nous partages. Et sauf qu'en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes étaient bloquées à ce stade-là. Et moi, en fait, ces sujets-là, qui sont les sujets de construction, des fondations de base d'un business et compagnie, qui sont déterminantes pour ma vraie spécialité, qui est la communication derrière. Donc, tu vois, comment est-ce qu'on rend ça plus joli, plus sexy et compagnie. Ces bases-là, en fait, elles ne m'intéressent pas. Enfin, je sais le faire, mais vraiment, je suis là, genre, ça me fait souffler, tu vois. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais franchement, c'est un sparadrap pour moi et ça fait mal quand je le tire, quoi. Donc, je me suis dit, ok, deuxième produit, je veux des relations qui soient hyper cadrées, hyper établies, parce que moi, j'en ai besoin. Ça, c'est une certitude. Et parallèlement à ça, j'ai besoin d'amener beaucoup plus de profondeur aussi dans mon travail et de skipper, en fait, toutes ces parties qui, moi, intellectuellement, enfin, sont très utiles pour le client, mais moi, intellectuellement et d'un point de vue de ma jauge de kiff, ne me font absolument pas kiffer, tu vois. Je sais le faire, mais à la fin de la journée, ça m'a parfois pris plus d'énergie que ça ne m'en a donné. Et donc, j'ai lancé un programme, enfin un produit sur ce que moi j'affectionne, parce que du coup, pour ceux qui l'ont écouté en intro, j'ai vraiment une appétence qui est très forte sur les sciences comportementales, sur tous les mécanismes de persuasion et compagnie. Et donc moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on agit de la manière dont on agit, et donc pourquoi est-ce que un poste va davantage capter l'attention qu'un autre, comment est-ce que dans l'écriture on peut amener justement des techniques d'écriture persuasive pour jouer justement sur tous ces biais cognitifs qu'on a au fond de nous, tous ces mécanismes qui sont un peu inscrits dans la nature humaine et tout ce que nous apporte la science comportementale. Et donc je me suis dit, ok, je vais lancer un programme effectivement sur l'écriture persuasive, et je vais y injecter toutes les techniques que je connais à des niveaux plus ou moins poussés, tu vois, pour que ça puisse quand même être accessible un peu à tous. Et c'était genre, moi, c'était un produit dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, parce que là, je me suis vraiment fait plaisir moi. Mais aujourd'hui, le dilemme que j'ai, donc là, j'ai mis en pause ce produit, pareil, non pas parce qu'il fonctionnait pas, mais parce que je sentais une forme de dilemme moral presque entre, c'est un produit qui me fait kiffer. Il y a des gens qui l'achètent, il y a beaucoup de gens qui l'achètent, mais si je suis honnête avec moi-même et que je regarde le profil des gens qui l'achètent, c'est des gens qui, tu prends à nouveau cette échelle, tu vois, de quelles sont vos problématiques et dans quel ordre vous devez les traiter. C'est des gens qui ont des problèmes de niveau 0, 1 ou 1, 2 ou 3 de l'échelle, genre mon positionnement, les bases de ma stratégie de contenu et des trucs comme ça, et qui essayent de régler un truc du niveau 6 de l'échelle de vas-y, je vais utiliser les biais psychologiques pour être encore plus persuasif et pour faire encore plus de machin. Ce qui, moi, m'éclate, parce que genre, ça fait 5 ans que je fais mon métier, tu vois. Donc, évidemment que moi, ces sujets-là, ils vont beaucoup plus m'éclater, parce que intellectuellement, je trouve ça vachement plus riche. Mais la réalité, c'est que pour la plupart des gens, en tout cas des entrepreneurs, c'est pas améliorer le style de leur écriture qui va les aider. C'est déjà, genre, que ton client, il comprenne qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et que tu arrêtes de nous dire que, je sais pas, tu mets des paillettes dans la vie des entrepreneurs qui cherchent à être plus visibles sur les réseaux sociaux, tu vois. On comprend rien à ce que tu fais. Et donc voilà, ça c'est un peu un dilemme moral, tu vois, de me dire comment je trouve l'équilibre entre j'aide les gens parce qu'ils ont des vrais besoins, tu vois, et il faut traiter ces vrais besoins, versus je fais ce qui me fait kiffer, mais qui, pour la plupart des personnes, en fait, je dirais pas un vrai problème, parce que je considère que c'est évidemment super important. Enfin, moi, en tout cas, je perçois toute la valeur de ce truc-là, mais qui n'est pas leur problème prioritaire. Et donc voilà, ça c'est toute la réflexion du moment. Donc la réponse est, je ne sais pas, je n'ai toujours pas trouvé la réponse, mais c'est pour vous montrer en fait à quel point c'est parfois difficile en fait de trouver ces réponses-là. Et ça fait partie du chemin, quoi. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est intéressant parce que quand même de remettre en perspective et de se dire, ouais, il y a des choses qui plaisent à mes clients. Enfin, je peux avoir plein de clients, mes produits marchent en soi. Il y a la clientèle, mais moi, est-ce que ça me fait kiffer? Et de vouloir être, je dirais, le fameux authentique, de se dire, si ça me fait pas complètement kiffer, est-ce que c'est vraiment éthique de vendre ce produit-là et de continuer là-dedans pour moi, pour la pérennité de mon entreprise, ce que j'ai envie de renvoyer, etc. Donc, je trouve ça bien de pouvoir dire,
il y a un truc qui cloche. Bon, il faut le trouver, on est bien d'accord, c'est pas évident de démêler tout ça, mais de se dire quand même, c'est bien d'avoir un produit qui se vend, mais c'est bien si on prend aussi du kiff à le vendre et à, en fait, tout simplement communiquer ton expertise. Parce que toi, si je comprends bien, c'est que aujourd'hui, l'expertise que tu as, le problème que tu as envie de viser, t'arrives pas encore à toucher les bonnes personnes, en tout cas par rapport à ça. Ouais, enfin, potentiellement, c'est un peu ça les réflexions du moment, tu vois, c'est de me dire, est-ce que la cible que j'adresse aujourd'hui, en fait, c'est vraiment au fond la cible à laquelle j'ai envie de m'adresser? Est-ce que le business model sur lequel je suis aujourd'hui est vraiment le business model que j'ai envie, enfin, qui sert aussi mes valeurs et compagnie? Un truc tout bête, mais après, ça pourrait se corriger différemment. Mais l'autre jour, je me suis vraiment fait cette remarque de me dire, est-ce que j'ai pas un genre de clash de valeurs à apprendre aux gens, tu vois, quelque part, à marchander, pardon, la relation humaine, à, tu sais, toujours mettre une forme d'utilitarisme dans la relation humaine, c'est en publiant sur les réseaux pour avoir des clients, pour venez regarder, donnez-moi votre argent, bla 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 bla, regardez comme je suis successful, regardez comme mon programme est cool, vraiment vous en avez trop besoin parce que genre si vous faites moins de 10 000 euros par mois, vous êtes des grosses merdes et donc moi j'ai la solution clé en main pour vous aider à faire ça. Tu sais, je trouve que, enfin pour moi, je suis vraiment en quête, tu vois, dans ma vie privée de relations qui sont hyper authentiques, assez profondes, etc. J'ai vraiment besoin de ces choses-là pour me nourrir. Et paradoxalement, j'apprends aux gens quelque part sur les réseaux à faire tout l'inverse. Donc il y a déjà un peu ce clash moral interne. Au-delà de ça, il y a aussi le clash du... Moi, je conçois à quel point, genre, je trouve que les réseaux sont toxiques pour tout plein de raisons, même d'un point de vue, tu vois, de comment ça agit sur notre cerveau, quelles sont les conséquences de tous ces trucs-là sur notre fonctionnement cognitif et même nos relations à nous-mêmes et aux autres de manière générale. Encore une fois, je me dis, putain, est-ce que les gens ont vraiment besoin genre de passer leur vie sur les réseaux, à publier, à devoir faire une stratégie de contenu, à devoir faire ci et ça? Évidemment, mais est-ce que j'ai envie de contribuer à ça, tu vois? Donc, il y a même parfois, quand je tire le trait un peu plus loin, une question de, est-ce que mon métier, ça doit être vraiment, en fait, d'apprendre aux gens à faire ça? Ou est-ce que mon métier, c'est pas plutôt ce qui, moi aussi, me fascine, à savoir juste, tu vois, en fait, transmettre de la connaissance? Pas être là à dire aux gens, grâce à moi, dans 3 mois, vous allez genre x2 votre chiffre d'affaires et je vous garantis que vous allez avoir 10 leads entrants par semaine, blablabla, pour faire encore plus d'argent, pour être encore plus riche, pour être encore plus successful, pour pouvoir encore plus faire de la démonstration sociale sur les réseaux. Mais est-ce que c'est pas plutôt de dire, en fait, moi, je veux attirer à moi des gens qui sont déjà dans mon métier, qui veulent genre augmenter leur niveau de connaissance pour se sentir plus compétents, pour pouvoir encore mieux accompagner leurs clients, etc. Et mon goal final, c'est que à la fin, vous vous sentiez plus intelligent, que vous ayez le sentiment d'avoir appris de nouvelles choses. Mais c'est pas en fait foncièrement de vous rendre plus riche ou de vous rendre plus successful ou d'améliorer votre image sociale, j'en sais rien, tu vois. Donc en fait, c'est ça un peu les questionnements que je suis en train de me poser, c'est de me dire, est-ce que en fait, juste, il n'y a pas des modifications à faire dans ce sens-là? Est-ce que je trouve vraiment du sens dans ce que je fais? Et surtout, est-ce que ce sens-là, je vais encore le trouver dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Donc voilà, c'est grand questionnement. Mais tu vois, tout ça, c'est des trucs qui étaient, je pense, un peu en fond, mais que j'ai jamais eu le temps de me poser parce que j'étais tellement dans mon rouleau compresseur de putain, il faut faire ça. Et puis, on me demande 30 000 interventions, donc je fais les interventions et en même temps, j'aimerais bien aussi moi un peu continuer d'apprendre des choses parce que en fait c'est cool de servir ses clients, sa communauté, mais genre ce serait bien aussi de servir un peu mon cerveau et mon besoin de curiosité. Et là depuis quelques temps j'ai un peu ralenti et du coup c'est inconfortable parce que t'as tous ces trucs qui viennent en pleine face, mais en même temps c'est nécessaire je crois pour la suite. Donc voilà, peut-être qu'un jour je me dirai mais qu'est-ce qu'elle a raconté à ce podcast, genre elle a complètement craqué son slip ou quoi. Et peut-être pas du tout. Enfin mais voilà, en toute transparence, c'est toutes les questions que je suis en train de me poser aujourd'hui, quoi. Génial. Et merci déjà de partager ça parce que je trouve ça hyper impactant. On est souvent pollué par ces fameuses promesses de toujours plus d'argent, toujours plus de leads, etc. Et je trouve ça très bien de mettre le doigt sur le fait que, en fait, t'as le droit de pas vouloir tout ça parce que ça résonne pas avec toi. Et la question que je voulais te poser, c'est justement, tu disais que t'étais dans ce fameux rouleau compresseur, etc. Qu'est-ce qui a fait que t'en es sorti de ce rouleau compresseur, que t'as baissé le rythme, que tu te poses ce genre de questions maintenant? Quel a été un petit peu l'élément déclencheur ou le petit pivot qui t'amène à cette étape-là?
En fait, ça s'est fait en 2 temps. Le premier, bon, l'élément de contexte, c'est que moi, il y a 3 ans, je pense maintenant, j'ai fait un burn-out, mais un burn-out genre vraiment sévère, où j'avais perdu énormément de capacités cognitives. C'était assez... En fait, j'avais l'impression d'être une personne hyper diminuée, genre Alzheimer, tu vois. Et ça te fout des chocottes, mais comme pas possible. Donc, j'ai appris, j'ai mis du temps à retrouver mes capacités. J'ai évidemment appris de cette expérience. Et cet été, en fait, j'ai vu ces signes-là réapparaître. Enfin, tu sais, des signes précurseurs du « Ouh là là, la lanterne rouge s'allume, Léa !» Et genre, peut-être que tu devrais genre un peu lever le pied parce que, en fait, t'es à 2 doigts de retomber dans le même schéma. Et j'ai dit « Ok, là, je crois que ça ne va pas. » À ce moment-là, il y a quelqu'un qui, en plus... m'a tendu la main et a commencé à m'accompagner, enfin, visiblement qui voyait un peu 2-3 signaux à travers mes posts et qui m'a dit « Léa, je serais très très chaud pour t'accompagner un peu sur ces sujets-là parce que je pense que t'en as besoin. » J'étais genre « Oui, let's go, on y va !» Et donc ça m'a déjà appris en fait à lever le pied parce qu'au final, c'était plus une relation, enfin, c'était plus un truc que moi je m'autorisais pas. Tu vois, personne n'était là foncièrement à me dire « Léa, tu dois faire tout ce que tu fais ». C'était beaucoup de pression que je me mettais moi-même. Et donc j'avais déjà commencé à trouver un peu d'équilibre, mais j'avais pas trop regardé encore en moi ce qui se passait. Et je pense que c'était en plus dans un podcast avec un mec qui s'appelle Jean-François. Il m'a posé une question du style, tu sais, le mec il bosse beaucoup sur la notion de why et compagnie, genre ta mission, qu'est-ce qui t'anime et compagnie, et tout ce qui touche à ces sujets-là. Et il m'a posé une Coucou à question, je sais plus Jean-François laquelle. d'ailleurs. Ouais, coucou à Jean-François. Et ça m'a vachement bousculée. Tu sais, sur le moment, j'ai répondu au truc en sortant un petit peu ce qui me passait à travers la tête. Et après, ça m'a vraiment... Genre, ça a été la naissance de mon clash moral interne où je me suis dit, putain, mais en fait, je crois que je suis pas du tout en train de contribuer à ce que j'ai vraiment envie de contribuer, tu vois. Je me suis dit, je sais pas, à 80 ans, si je me retourne sur ma vie, genre, j'aurais un peu le seum d'avoir juste contribué à ce que je suis en train de contribuer littéralement, tu vois. Donc voilà, ça a été la naissance de mes réflexions. Et là, je pense que tu sais, c'est un travail de fond après où t'avances sur des choses, tu tentes des trucs, mais en même temps, tu sens qu'il y a un peu de procrastination cachée parce que au fond de toi, il y a un peu ton gut feeling qui te dit quelque chose n'est pas 100% aligné, mais c'est quoi? Tu sais pas. Donc ça a été ça qui a donné naissance à toutes ces réflexions en fait. Et est-ce qu'il peut y avoir la peur aussi de, justement, comme tout a été très vite, très intense et que ça a très bien fonctionné, est-ce qu'il peut y avoir aussi ce conflit un petit peu de se dire: Si j'arrête ce que je fais aujourd'hui, enfin, si je le transforme en quelque chose de différent, mais est-ce que j'ai pas peur de tout perdre aussi, enfin, de ce côté-là, niveau business? Évidemment, tu gagneras en termes d'alignement personnel, mais est-ce qu'il y a pas quand même au fond, hein, une peur de qu'est-ce qui se passe après, en gros, si je change et si je prends le temps de reposer tout ça, quoi? Ben, c'est même pas tout le temps une peur de ça. Ça, je crois pas. Mais c'est plus une crainte de... Enfin, tu sais, c'est vachement lié, mine de rien, à tous ces délires d'algorithmes. Quoi, c'est plus la peur de ah, si j'arrête de publier ou si, tu sais, je fais une longue pause pour me poser toutes ces questions. Genre, l'algorithme, il va me shadowban ou, je sais pas, tu sais, les gens, ils vont m'oublier. Même ceux que ça pourrait intéresser, en fait, ils en auront plus rien à foutre de moi et genre, je repartirai à zéro. C'est plus ce genre de questionnement-là, tu sais, qui reste au fond de ma tête et qui me fout tout le temps une micro-pression à me dire putain, genre, il faut quand même que tu publies un petit truc. Même si t'as pas envie, il faudrait peut-être que tu y ailles, tu vois, que tu sois un peu active. Je pense que c'est la peur, ouais, de perdre en partie ce que j'ai construit, peut-être. Ou la peur d'être oubliée. En fait, je pense que c'est même pas un truc de perdre ce que j'ai construit, c'est peut-être plus la peur d'être désaimée, tu vois, ce genre de choses, en fait, à mon sens. Parce que peur de perdre ce que j'ai construit, en fait, si ça sert pas à mon prochain projet, c'est pas très grave, tu vois. J'ai déjà fait sur d'autres projets et ça m'a jamais trop posé problème. Mais c'est plus, ouais, je pense que toujours, j'ai un peu cette recherche, tu vois, mine de rien, quand même, de validation et compagnie. Et donc, peut-être du jour au lendemain, de perdre cette validation-là, c'est un peu ce qui m'effraie. Ouais, moi, ce qui m'interroge, c'est surtout, tu vois, cette dualité, du coup, que tu as en toi. Tu es consciente que t'es en train de glisser,
tu vois, tu as tes petits red flags qui s'allument en disant attention, on va éviter un énième burn-out. Donc tu tentes de lever le pied, etc. Mais tu as ce discours interne qui te dit je peux pas tout arrêter. Comment tu fais pour gérer ce conflit-là? Parce que là, c'est toi envers toi-même, en fait. Ben, je sais pas si je l'ai totalement réglé. Ça dépend vachement des phases, tu vois. J'essaye un petit peu de m'écouter, non mais c'est vrai. J'ai, en fait, c'est plus un dilemme interne entre. Je crois qu'il faut que je prenne du temps, tu vois, pour, enfin pas ne rien faire, mais en fait du temps pour moi. Versus tout ce temps que je prends pour moi, encore une fois, c'est du temps où il se passe rien, où je rentre pas d'argent, où peut-être je perds du temps sur le prochain projet, où je perds du temps sur mes projets actuels. Et si je me rends compte qu'en fait mon projet actuel c'est celui qu'il me faut, bah peut-être que du coup quand je reviendrai, en fait, je considérerais ça comme un échec ou une erreur, tu vois, que d'avoir pris ce temps de ralentissement, sans forcément parler de pause ou quoi que ce soit. Donc franchement, c'est pas facile du tout à gérer. C'est un peu par vague, mais de plus en plus, j'essaye de m'écouter. Genre là, par exemple, à un moment donné, je m'étais dit, bon, Léa, t'avais pas publié pendant X jours, je sais plus combien, pas énormément, genre vraiment une semaine, tu vois, un truc ridicule. Et je m'étais dit, t'as pas envie d'écrire. Genre, à ce moment-là, je savais que vraiment, genre le fait de me mettre devant une feuille ou de me mettre devant mon ordi, je prenais genre 3 heures à écrire un truc que d'habitude je ponds en genre une demi-heure, 45 minutes, tu vois. Et je me disais, putain, genre t'es en train de perdre le talent de l'écriture, tu vois, c'est la merde. Fais-toi mal, genre force-toi juste à publier des trucs à minima pour entretenir un peu ce muscle et tout qui en plus au fond te fait du bien. Donc tu vois, ça m'avait un peu remis le pied à l'étrier, mais force est de constater que j'avais beau remettre le pied à l'étrier, il y avait un truc qui me tirait un petit peu de l'étrier, genre qui me remettait au sol. Et là, comme je l'ai dit, je sais plus si c'était en off ou pas, ouais, je crois que c'était en off que je vous l'expliquais. Là, par exemple, j'étais sur le point de relancer la bêta d'un nouvel accompagnement que j'ai construit et tout. Mais en fait, le timing n'est pas bon parce que, bref, pour les élèves, ça aurait pas du tout... ça aurait demandé trop de compression avant les fêtes de Noël pour qu'ils complètent toute la bêta et ça aurait été genre beaucoup trop de stress et beaucoup trop de mise en échec potentiel pour les élèves. Mais si je m'écoute, au fond de moi, je suis aussi un peu là en mode something's wrong, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qui est pas bon exactement pour moi. Mais et donc là, c'est mon coach qui m'a dit, mais en fait, Léa, plutôt que qu'est-ce qui est le plus important pour toi à court terme entre rentrer du cash et peut-être justement t'accorder ce mois et demi devant toi pour te poser des questions qui en fait vont te servir sur le long terme, quoi. Donc là maintenant, je suis dans une phase où tu vois, ça fait style, je sais pas, 7 jours que j'ai pas publié. Honnêtement, je m'en fous, quoi, tu vois, et je suis assez prête à me dire pendant le mois et demi qui arrive, je me suis imposé que je prenais pas de clients, je prends que du temps pour moi, pour réfléchir et peut-être pour publier des choses comme au début en fait, à titre de motivation intrinsèque de je me fais kiffer. Là, j'ai réfléchi à un truc, franchement, ça me fait trop plaisir de le partager. Si ça peut aider des gens, je suis hyper contente. Mais il n'y a pas de. Je mets pas une intention derrière de il faut que ce post il soit stratégique, qui me ramène des clients, qui me ramène des leads, qui fasse des likes. Genre, j'en ai rien à foutre, tu vois. Juste, je publie. Ceux que ça intéresse, ça intéresse. Ceux que ça intéresse pas, ça intéresse pas. Et donc là, je suis à nouveau, je m'autorise en fait à re-rentrer un peu dans cette énergie-là. Mais franchement, c'est pas confortable, quoi. Mais c'est marrant parce que je crois que c'était en off aussi où on disait, enfin voilà, fallait se détendre, fallait ralentir parce qu'aujourd'hui on était dans une société où on veut tout de suite maintenant et on supporte pas de devoir attendre. Et c'est marrant parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi de il faut se dépêcher et puis en plus depuis le début toi t'es dans cette dynamique là de je suis sur la vague, là, il faut que je me dépêche, il faut que je chope le truc, sinon ça va me passer sous le nez, il faut que je lance, il faut que je teste, il faut que j'adapte, etc., etc. En fait, c'est une course effrénée, j'ai l'impression, et tu m'étonnes que du coup, c'est pas confortable de se dire, je vais ralentir, il faut que je ralentisse. Je sais que ça peut être bénéfique, mais est-ce que justement les gens vont pas m'oublier parce que bah oui, les réseaux, ça, on arrive, on fait coucou et puis on disparaît le lendemain, ça peut faire peur aussi, mais je vois bien un petit peu se dessiner ce conflit, comme tu disais, de faut que je me dépêche parce que tout est éphémère un petit peu, et en même temps, ouais, mais ta santé mentale aussi et ta santé physique aussi, sûrement, le sont aussi, et si tu prends pas enfin, si tu fais pas attention à ça, au bout d'un moment, ça va, enfin, comme tu disais, te rapprocher du burn-out, et là,
Quand tu n'auras plus aucune capacité cognitive, ça sera compliqué aussi derrière d'avoir ces beaux posts que tu nous fais régulièrement. Peu importe quand, on n'a pas de pression sur la date de publication. Mais c'est intéressant ce truc de course, en fait, de se dépêcher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que t'es pas la seule. Ah non, mais c'est pour ça en fait aussi que je trouve que c'est important de le dire parce que il y a plein de gens qui me disent waouh, enfin je trouve que ton parcours est super inspirant et pour plein de raisons, je le comprends vraiment, mais peut-être que moi je suis inspirante pour des gens et que quand ils me regardent, ils se sentent à la traîne, mais il faut qu'ils se rendent compte que moi aussi, genre enfin tu vois, on est un être, l'être humain se compare énormément, je veux dire, et c'est normal, enfin c'est tout est comparaison à un moment donné, sinon on pourrait pas, tu vois, faire des choix dans notre vie et ce genre de choses. Donc c'est un mécanisme qui est hyper naturel, mais moi-même en fait, je passe potentiellement mon temps à regarder des gens et à me dire ah putain, j'aimerais bien avoir leur vie, ou waouh, comment est-ce qu'ils ont fait, tu vois, je m'en sens pas capable, je me sens tellement à la traîne par rapport à ces gens-là, et donc juste en fait, je trouve que c'est un moteur d'un côté, mais à trop regarder ce que fait le voisin, il faut aussi parfois, tu vois, penser à s'écouter. Et donc ça, c'est un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui, et c'est hyper inconfortable, mais je crois que c'est nécessaire aussi pour durer et pour pas, tu sais, exploser en plein vol, quoi. Oui, puis il y a aussi le fait qu'on en avait parlé sur l'épisode avec Clémentine Lavotte, je crois, où des fois on s'approprie des objectifs ou un why ou une vision qui en fait est celle de quelqu'un d'autre, parce que justement il y a ce côté où on veut montrer qu'on réussit vite, etc., que plus tard on veut notre liberté sous différentes manières, etc. Mais en fait c'est souvent les rêves des autres qu'on s'applique à nous-mêmes, et en fait en cours de route on s'aperçoit que c'est pas vraiment ce qu'on veut, et c'est là où on tombe dans ce fameux creux où on perd finalement un petit peu la motivation, la flamme. J'imagine que c'est ce que tu as pu peut-être ressentir, et je trouve que cette période-là elle est hyper complexe, et je dis ça en toute transparence parce que je suis aussi en plein dedans. Il y a ok la dualité de se dire en fait je peux pas totalement arrêter parce que j'ai quand même une activité, il faut que je rentre de l'argent, il y a forcément l'aspect financier qui vient impacter ton quotidien, donc tu peux pas tout stopper. Et en même temps, il y a ce côté aussi où tu te dis ok d'accord, mais vu que je suis un peu dans le flou, qu'est-ce que je dis moi maintenant à mes clients? Je sais que moi je le vois là, j'ai réduit un petit peu ma cadence sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles je suis plus trop à l'aise de communiquer, donc je préfère ne rien dire ou en dire moins, mais en étant peut-être un petit peu plus impactante. Mais il y a quand même ce moment de flottement et qui est hyper difficile à gérer, moi je trouve. Je sais pas si toi tu le ressens aussi, mais Ouais, et en fait c'est vrai que en t'écoutant, il y a presque, en plus c'est drôle, c'est des biais qui sont prouvés genre en psychologie, mais t'as presque ce besoin de cohérence. C'est un peu cette quête d'être tout le temps cohérente, donc cohérente avec le discours que t'as pu avoir genre sur ton premier lancement de produit, ou ce que t'as pu à un moment donné clamer, avec lequel bien heureusement genre t'as changé d'avis aujourd'hui, avec lequel t'es plus tout à fait aligné. Et ça, je crois qu'on a aussi, tu vois, cette au-delà d'être quelque part un petit peu cohérente vis-à-vis de nos clients, et parfois on s'impose un petit peu, tu vois, des règles ou des conduites morales en fait auxquelles nos clients sont pas du tout sensibles. On a aussi des formes d'engagement moraux, d'engagement psychologique envers la version de soi du passé, qui peut être genre le passé d'il y a 3 mois, le passé d'il y a 6 mois, le passé d'il y a 1 an, auquel on se raccroche un petit peu en se disant non mais attends, si aujourd'hui je pense différemment, quelque part je me fais un peu une infidélité à moi-même, alors que non, enfin, juste t'es 100% aligné avec la version actuelle de toi, qui sera différente de celle du passé, qui sera probablement différente de celle dans 6 mois, et encore heureux, tu vois. Limite, c'est vrai que quand y penses, c'est presque un peu flippant de voir des personnes qui ne changent jamais d'avis sur aucun sujet, tu vois, qui restent stables. C'est un peu comme si on arrêtait d'apprendre, ce qui serait en fait hyper dommage. Mais ouais, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, et c'est vrai que c'est pas facile en fait du tout à gérer. Et souvent, je pense qu'on se fait un peu des films tout seul, alors que potentiellement les gens sont juste hyper contents de nous voir évoluer, tu vois. Intéressant, ouais. Je le voyais pas comme ça, effectivement. Je vais y réfléchir. Parce que tu vois, j'y pense maintenant. Après quand j'avais donc lancé mon programme sur l'écriture persuasive,
ça fonctionnait super bien. J'avais aussi eu une espèce d'infidélité à un engagement que j'avais pris, puisque en revenant de vacances, tu vois, en septembre, j'avais eu 15 000 idées en vacances. J'étais genre, je vais lancer ci, je vais lancer ça, tac, 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 tac. J'envoie un mail, genre tout feu, tout flamme, à mes clients en mode, ouais, il y a ça et ça qui va arriver, blablabla. Ça n'a jamais été, enfin, c'était de l'extra, quoi. Les gens avaient déjà payé, c'était genre des bonus en plus, des idées en plus. Ça n'est jamais apparu sur aucune page de vente, donc personne n'a jamais payé en pensant qu'ils allaient obtenir ces trucs-là. C'était vraiment juste, j'ai eu ces idées et je vais les développer pour vous, c'est trop cool. Et quand en fait j'ai eu un peu cette dualité interne, tu vois, cette dissonance qui est apparue, je me suis dit putain, mais je me suis déjà engagée vis-à-vis de ces clients à sortir ces trucs-là. Genre maintenant il faut que je délivre, alors que en fait personne m'avait rien demandé, c'est moi toute seule qui avait eu ces idées, c'est moi toute seule qui m'étais engagée à le faire auprès de personnes qui n'avaient jamais payé pour avoir ces idées-là. Et tu vois, quelques temps plus tard, je leur ai envoyé un mail en leur disant en fait, genre ça va pas, je suis en train de me poser des questions, genre un peu lettre à cœur ouvert, tu vois, la meuf dramatique. Voilà les questions que je me pose, voilà pourquoi en fait je me suis rendu compte que j'étais pas 100% alignée. Je sais pas encore c'est quoi exactement les réponses. Par contre, pour le moment, il va se passer ça, telle implication. Je vais mettre le programme en stand-by, genre ça change rien du tout pour vous. Enfin, tout ce à quoi vous avez déjà accès, vous y aurez toujours accès, tu vois. Mais je vais peut-être m'orienter vers des choses différentes. Et tu te rends pas compte du nombre de gens qui, très certainement, en avaient rien à foutre. Personne ne m'a écrit pour me dire Léa, je trouve que t'abuses, t'as dit que tu ferais ça, genre pourquoi d'un coup tu le fais plus. Mais surtout le nombre de personnes qui m'ont écrit pour me dire je trouve ça trop cool, vraiment ça fait plaisir de suivre ton évolution, que tu nous partages ça, j'ai hâte de voir tes prochains projets, etc. Donc en fait les gens sont beaucoup plus soutenants que jugeants, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, tu vois, et au schéma un peu négatif qu'on peut développer dans notre esprit. Je pense que c'est un peu aussi l'idée du podcast, hein, c'est de montrer aussi que on a le droit, en fait, alors de se tromper, de changer de sens, de tester d'autres choses, de changer d'avis, comme tu disais. Et je pense que ça rassure les gens de voir qu'en toute honnêteté, tu l'as dit tout à l'heure, on est des êtres humains et on change, en fait. On n'est pas cohérent, on n'est pas tout le temps cohérent, où il y a des fois on évolue, il y a des fois on fait un pas en arrière, on se plante, on est perdu, on sait plus ce qu'on fait, on pleure, on rigole, etc. Et en soi, ça fait du bien de voir en fait une image d'un être humain qui est là en toute vulnérabilité, parce que tu disais dramatique et tout, mais non, en fait, c'est juste en mode vulnérabilité, et c'est dur à accepter d'être en vulnérabilité, mais en même temps, bon, écoutez, là, les gars, je suis honnête avec vous, je peux pas vous délivrer ça parce que c'est pas aligné, etc. Moi, je préfère, j'ai beaucoup plus confiance en quelqu'un qui est capable de me dire ça. Ok, tant pis si je rêvais d'avoir ce bonus ultra trop bien, c'est génial, mais je m'en fous en fait à partir du moment où tu es honnête avec moi et que tu me dis alors c'est parce que j'ai pas envie de te vendre de la merde par exemple, ou j'ai pas envie de te donner un bonus qui n'est pas de qualité. Moi j'ai plus confiance en quelqu'un comme ça que quelqu'un qui va être là, soit me balancer un truc merdique parce que j'avais dit que je le ferais, donc tiens, mais bon voilà, ou qui va abandonner le navire sans rien dire, tu vois, et qui va faire ah non quoi, je n'existe plus, il y a plus de personnes sur la ligne, sorry. Mais enfin moi je trouve qu'au contraire ça fait du bien d'avoir des exemples d'humanité, et ça rassure les gens de se dire aussi en fait si je suis là aujourd'hui et que je galère et que je suis perdue, je suis pas toute seule en fait, et j'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit de, donc c'est pas évident, mais je pense qu'au contraire, c'est un beau signe de maturité et de confiance que tu renvoies aux gens. C'était mon monologue. Vous, ça vous est déjà arrivé comme ça de changer d'avis, de cap en cours? Ah moi je suis en plein dedans clairement, et ça me fait rire parce que du coup le côté de la newsletter à cœur ouvert machin et tout, c'est typiquement ce que j'ai fait moi au mois de septembre. J'ai alors pas sur Instagram, sur Instagram j'ai juste fait une petite story en mode genre je vais me calmer pendant quelques semaines les gars, on se revoit bientôt. Mais sur ma newsletter j'ai détaillé un petit peu plus en mode voilà, j'ai expliqué le pourquoi du comment, de ce qui se passait dans ma tête en ce moment, etc. Et effectivement j'ai eu que des super retours. Sur tous les retours que j'ai eu, tu vois, il n'y a pas une seule personne qui est venue me dire, me pointer du doigt ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais ouais, moi je suis encore en plein dedans là dans ce truc de est-ce que je change, est-ce que je pivote, est-ce que je bifurque un peu, est-ce que je bifurque totalement, parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent, et c'est très compliqué de faire le tri de tout justement.
Non, je demandais Alors, c'était quoi le plus dur, le tri un peu, tu sais, la pelote de laine que t'arrives vraiment pas à démêler, qui reste en bouboule, quoi. ouais, il y a de ça, parce que du coup, il y a, enfin, après moi, j'aime faire plein de trucs aussi, donc j'ai pas envie de me restreindre sur mes choix finalement. Donc j'ai envie de tout faire à la fois, sauf que je sais que c'est pas possible, donc faut faire des choix à un moment donné, mais je sais pas quel choix en priorité par exemple. Et à côté de ça, il y a cette fameuse dualité dont je te parlais, où du coup, en attendant, je suis dans une période de flottaison où je sais pas trop où je vais, je sais pas trop où je navigue, donc j'ai pas trop envie d'en dire, d'en faire, de communiquer, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, je sais pas où je vais, tu vois. Et je vois pas l'intérêt de dire, bah, je pars à droite si dans 2 jours, je pars à gauche, en fait. Ouais, peut-être que t'as peur aussi qu'après tu t'autorises plus à changer de cap si tu te rends compte que c'est pas, si ta réflexion évolue, Alors, quoi. oui et non, dans le sens où j'ai toujours eu des idées assez affirmées. Quand j'ai une idée en tête, je la mets en place. Donc même si je dois changer de cap entre-temps, c'est pas ça qui me dérange. Mais c'est juste... en fait, je pense que c'est l'idée que tu disais, tout recommencer, entre guillemets, à zéro, si je change de cap, tu vois. Si t'en parlais quand tu disais si tu changeais de produit ou de client ou des choses comme ça, en fait, perdre tout ce que tu as déjà construit pour le reconstruire. En fait, c'est surtout ça, je pense, qui me bloque Mm. un peu dans cette période-là. Mais c'est marrant parce que moi, je trouve que tu perds rien. Enfin, j'entends repartir à zéro, etc. Mais je trouve qu'en fait, enfin, à vous écouter, vous repartez clairement pas de zéro. Vous repartez avec des compétences déjà de base, des compétences humaines, des valeurs humaines que vous avez creusées, que vous êtes allé chercher. Vous les connaissez beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, tu vois, Léa, si tu recommençais à zéro sur une toute autre cible, bah en fait, ça irait beaucoup plus vite parce que ça serait genre méga aligné. Donc, tu serais beaucoup plus... Enfin, déjà, je pense au clair dans ta communication, mais tu serais encore plus à l'aise, ça irait tout seul. Et puis les compétences, tu les as chopées d'avant. Et Lise, c'est pareil, tu as chopé plein de trucs, tu as chopé plein de réflexes, de compétences, de capacités. Tu sais maintenant où t'as pas envie d'aller, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. Euh, et tu t'en rapproches, en fait. Enfin, je vous entends, hein, mais moi, je trouve que c'est Ah génial de ouais. changer de cap, parce qu'au contraire, ça veut dire que vous ajustez le cap. En fait, je suis pas sûre qu'on change de cap. Je pense qu'on ajuste vers une direction qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus alignée là où on va. Et puis c'est pareil, c'est pas grave si de temps en temps il y a une petite bourrasque qui vous fait tourner, virer à bâbord ou à tribord. Dans tous les cas, on retrouvera le cap. Mais je trouve qu'à chaque bourrasque, on en apprend un peu plus sur la direction, quoi. Donc moi, je trouve que c'est bon signe en fait quand on change de cap ou qu'on rééquilibre la direction. Faut bien Non, je se suis assez planter de temps d'accord. en temps. Non, et puis c'est vrai, au fond, je pense que, tu sais, en plus, si t'es hyper rationnel, bon, déjà, tout n'est pas perdu, mais surtout, allez, on va prendre cas extrême, tu fais vraiment un revirement de situation, genre un cap à 180, genre le truc, what the fuck, rien à voir, tu vois. En fait, c'est presque un doudou de s'attacher à ce que tu as construit avant, parce que, enfin, tu vois, c'est presque un doudou pour se rassurer et se dire qu'on n'est pas trop nul ou que, je sais pas, on a encore de la valeur quelque part, un truc comme ça, parce que, au fond, ce doudou-là, il va absolument pas te servir dans ton nouveau projet. Genre, t'en es bien conscient, tu vois, je sais pas, je te dis une dinguerie, mais si avant, t'avais un restaurant pour les viandards où tu faisais ta petite viande sur le grill et que du jour au lendemain, genre, tu t'adresses à des véganes, enfin, genre, tu te rends bien compte que tes viandards, potentiellement, c'est pas la même cible, tu vois, que l'audience de viandards que t'as construit avant, elle va pas te suivre sur ton prochain projet et surtout l'inverse. Je dirais, l'inverse, c'est encore plus vrai. Mais donc c'est presque plus un petit doudou, tu vois, pour se rassurer, une forme de validation, de se dire qu'on a de la valeur, qu'on a construit quelque chose. Et peut-être il y a aussi un truc à travailler autour de l'identité, tu vois, le fait de se dire qu'en fait, ce que tu as construit jusqu'ici, ou ton nombre d'abonnés, la communauté qui te suit et compagnie, en fait, c'est pas ton identité, tu vois. Que déjà, d'une part, peut-être que tu la perds pas totalement, et surtout que ta valeur n'est pas rattachée à ça. Je pense que c'est plutôt quelque chose de cet ordre-là, tu vois, à explorer, mais comme ça, à chaud, c'est ce que je me dis, quoi. On est C'est sur un ça. brainstorming en direct, hein. On est en train de se faire un coaching introspection. Là, c'est intense, hein. Les personnes qui nous écoutent, prenez des notes, hein. Posez-vous les questions parce que je pense que ça va être intéressant de, de prendre ce recul-là. Non, mais parce que c'est vrai, tu vois, je trouve que ça aussi, il y a un peu une hypocrisie autour de ça. Tout le monde, allez, tu vois, et moi la première, attention, moi aussi je l'ai déjà fait, parce que sur le moment en l'écrivant, je pense que j'étais sincère et je le pensais. En tout cas, je pensais que je le pensais. Mais si je prends du recul, tu vois, tous ces posts qui disent, ouais, moi je m'en fous des likes, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, nanana, nanana, nanana,
La réalité, tu vois, c'est qu'en coulisses, dès qu'il y a une baisse de riche, dès qu'il y a une baisse de ci, de ça, les gens sont hyper mal, ils viennent toquer à ta porte en mode oh my god, c'est terrible. Moi-même, si un jour j'ai un poste qui bide complet, tu vois, franchement, je me dis merde, j'ai foiré un truc, ça vient toucher mon ego, ça vient toucher mon identité. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle quand t'es dans une phase d'ascension, bah en fait, t'as pas envie, tu vois, t'as pas envie d'être dans une phase décroissante. Et t'as pas non plus envie, même d'un point de vue identitaire, que d'un coup, genre, tu te retrouves de la nana qui a une croissance de ouf à la nana, vas-y, c'est qui elle c'est quoi cette boumeuse oh là là, la loose, putain, dis donc, elle a bien chuté celle-ci, hein, tu vois. Donc, enfin, je trouve que c'est ok à un moment donné de dire que, ouais, il y a plein de moments dans la vie où t'en as rien à secouer, mais il y a des moments où ça te touche aussi, où t'as un œil dessus, où ça fait en fait partie de ton identité, tu vois. Est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain? Bon, genre, clairement, on peut en débattre, mais c'est ok peut-être de le ressentir, tu vois. Et ça aussi, faut arrêter cette hypocrisie à un moment donné. Oui, ok, c'est un beau message à renvoyer. Genre, le fond, il est vrai et on devrait tous tendre vers ce truc-là. Mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup les yeux rivés sur ces stats-là. On se rattache beaucoup à cette identité qui est genre juste, enfin voilà, qui est ce qu'elle est. Et c'est ok, genre si vous ressentez ça, tu vois. Je pense qu'on y passe tous, en fait. Même les personnes qui clament qu'elles ne sont pas du tout attachées à ces stats-là, à un moment donné, peut-être qu'elles l'ont été. Et c'est ok du coup de l'être. Surtout que c'est important pour le business. Enfin, si tu veux faire des ventes ou que tu veux être visible, enfin, dans tous les cas, tu dois être visible pour faire des ventes. Donc, c'est sûr que ça a une importance. Et si tu vois que tu touches plus beaucoup de monde ou quoi que ce soit, oui, enfin, non, même directement, tu fais le lien avec est-ce que je vais continuer à pouvoir perdurer dans mon entreprise. Donc, c'est très, très lié. Mais comme tu dis, il faut peut-être enfin, prendre le recul sur c'est pas mon identité, ce statut que j'ai là. Alors ouais, je suis peut-être la meilleure dans mon domaine ou quoi que ce soit, c'est génial, ou même si t'es pas la meilleure, hein, mais je suis dans mon domaine, etc. Mais c'est qu'un statut, mais c'est pas 100% toi. Enfin, il y a d'autres choses derrière que toi, ton statut sur les réseaux ou dans ton entreprise, ou voilà, ça fait partie de toi. On est bien d'accord, mais c'est pas toi, uniquement toi. Et si ton business il cool ou si t'as moins de likes, c'est pas toi qui est remise en question. Il y a tellement de choses en plus sur les réseaux avec cet algorithme qui change tout le temps. Et même les goûts de chacun, etc. Et puis même nos posts qui sont pas toujours 100% bons, on va pas se mentir. Hein, donc il y a plein de critères avant de se dire c'est moi qui suis qu'une grosse merde et c'est sûr parce que j'ai eu que 1000 likes au lieu de 1005. Donc donc il y a un recul à prendre quand même. Mais t'as raison, c'est important. Enfin, si tu le ressens, c'est normal aussi. Enfin, c'est logique. Dans le monde dans lequel on vit, c'est logique d'avoir ce mal-être, cette remise en question quand ça marche un peu moins bien, je pense. Ouais, et puis t'as aussi, tu sais, la notion de normalité qui est totalement déformée. Enfin, comme on se le disait tout à l'heure sur tu vois, ces objectifs qu'on brandit comme étant des paliers symboliques, genre, si tu gagnes pas tes 10K par mois, t'es vraiment une grosse merde. Alors que, tu vois, on pourra encore débattre sur comment sont constitués ces 10K, genre, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour chacun à la fin du mois. Ok, si tu passes pas la barre sur LinkedIn, c'est souvent un peu la barre des 100 likes qui est en plus déjà assez difficile, je trouve, à atteindre. Bah, en dessous, ton post, il est pas bon. Genre, il faut que tu l'améliores. Et encore, un bon post, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Parce que t'as toujours un peu les conflits d'intérêts entre qu'est-ce que va pousser la plateforme versus qu'est-ce qui va te servir toi, d'un point de vue, ok, de ton business, mais aussi d'un point de vue de ce que toi t'as envie de produire, tu vois? Moi aussi, je suis passée par là. Genre, je sais très bien comment, ça c'est une réflexion que je me suis faite récemment, à un moment donné, genre, en même temps que les signes de semi-burnout qui arrivaient et tout, enfin, les premiers signaux, là, du second, qui était sur le point de pointer son nez, j'avais ce truc où je savais très bien faire de la croissance. Genre, je sais ce qui fonctionne. Si tu me demandes de faire un post qui part viral, évidemment, j'ai toujours des marges d'erreur, mais globalement, je suis à peu près capable, tu vois, d'en construire un. J'ai compris les mécanismes et je sais sur quel bouton appuyer. La réalité, c'est que faire ces posts-là, au bout d'un moment, ouais, ça m'auto-soulait, tu vois, j'en avais marre. Moi, ça me plaisait plus. J'avais envie d'autre chose. Et là, aujourd'hui, j'ai aussi dû déconstruire ce truc-là, de me dire, bah, mon référentiel, c'est plus de faire 300 likes et compagnie. En fait, mon référentiel premier, c'est de faire du contenu que moi, j'estime bon, à travers mes critères que j'ai redéfinis, qui sont pas forcément ceux de l'algorithme. Et j'ai plus de satisfaction à faire ce truc-là, qui fait 3 fois moins de likes, que à faire des posts qui ont comme unique but de faire de la viralité, d'être certes
sur le fond toujours bien construits, relativement qualitatifs, mais qui en fait sont littéralement faits pour l'algorithme et mon audience, mais pas pour moi, tu vois. Donc voilà, aussi, je pense questionner, tu vois, cette notion de qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qui est bon de manière générale, ce qui est affiché comme étant bon, comme étant prestigieux, ne l'est pas forcément pour soi, et ça touche genre juste toutes les sphères, quoi. Ouais, c'est vraiment l'idée de remettre sa propre personne au centre de toutes nos décisions, quelles qu'elles soient, que ce soit sur de la com, LinkedIn ou peu importe ce qu'on fait dans un business, juste se remettre en priorité et se dire est-ce que cette stratégie, cette idée, ce produit, ce client, etc., c'est quelque chose qui me convient à moi et pas qui convient soit à la société, soit aux algorithmes, soit à ce que disent mes concurrents, etc., quoi. Je pense qu'il faut, il y a un peu deux trucs. Je pense que une clé, c'est vraiment d'être capable de penser contre ce qu'on lit. Donc, tu vois, vraiment à chaque fois refiltrer un petit peu les informations à travers le spectre de OK, waouh, est-ce que ça c'est vraiment mon objectif? Est-ce que en fait moi ça, tu vois, même moi la première des conseils que je peux donner par exemple pour rédiger des accroches, ce genre de choses, les gars, si c'est pas votre style d'écriture, ne vous forcez pas à faire un truc qui vous ressemble pas, genre ça n'a aucun sens. Et même c'est délétère. C'est ça le pire, c'est que votre audience qui vous suit pour la manière dont vous écrivez, vos accroches qui, d'un point de vue genre scientifique, théorique, ne sont pas ouf, mais qui en fait fonctionnent sur votre public, ne commencez pas à faire des trucs qui vous ressemblent pas. Genre ça n'a toc ça n'a aucun sens, tu vois. Mais on a trop tendance justement à vouloir rentrer dans le moule de ce qu'on nous impose comme étant la règle, la technique, la méthode, la solution, la voie unique pour atteindre X objectif, qui en fait n'est même pas l'objectif auquel genre on aspire. Donc premier point, être capable de penser contre tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux et de l'adapter à soi, tu vois, ce qui peut être tiens, il y a ce truc-là qui m'intéresse, par contre ça je suis pas trop d'accord, voilà comment est-ce que moi je pense que c'est plus adapté pour moi. Et deuxième point, être capable de penser contre soi-même. Ça c'est aussi un truc, je trouve qu'on a beaucoup de mal à faire. Et qui peut nous aider justement par moments à se dire ah bah tiens, j'ai eu telle idée, je sais pas, ou j'ai eu telle envie, est-ce que c'est vraiment une envie? Est-ce qu'il y a une façon alternative de la concrétiser? Un truc con, mais je sais pas, dernièrement, moi je me suis fait la remarque de me dire si j'écoute par exemple tous mes clients, le truc qui revient souvent, c'est je veux faire du contenu parce que j'ai pas envie de prospecter. Et en fait, je me suis dit, du coup, je me suis souvent un peu cachée derrière ce truc-là en me disant, ah ouais, bah les clients veulent ça, tout le monde dit ça, donc je vais l'utiliser comme étant un argument marketing, tu vois, dans les baselines, dans les promesses, les trucs, les machins. Sauf que, est-ce que je suis vraiment d'accord moi avec cette idée? En fait, non, je trouve que c'est hyper hypocrite parce que si je m'écoute moi, je trouve que c'est genre juste suicidaire de miser que sur du contenu pour 99% des gens, tu vois, 95%. Et moi, ok, j'ai peut-être cette chance de pas devoir faire de prospection, mais je suis un putain de cas isolé, genre je peux pas vendre ma réalité comme étant le truc que je pense bon pour la plupart des gens. Et même si mes clients ils veulent ça, bah tant pis, je vais pas faire l'offre irrésistible avec la demande de mes clients. À un moment donné, genre je pense contre moi-même et je pense contre mes clients et je suis capable de me dire bah moi les gars en fait je vais jamais vous dire sans prospecter parce que je trouve que c'est une vraie connerie et que c'est jouer contre votre intérêt, tu vois. Tant pis si c'est moins irrésistible, mais moi je considère que c'est mieux pour vous, tu vois. Et donc juste sur des micro décisions, si ça me vient en tête parce que c'est un truc où récemment genre je l'écris noir sur blanc en mode ça je ne le ferai plus jamais, tu vois. Mais être capable comme ça de penser contre ce qu'on lit et contre soi, c'est bien, quoi. Ouais, c'est bien de prendre du recul sur tes certitudes, enfin sur tes pensées, voilà, est-ce que ça c'est vraiment, est-ce que je le fais pour moi et que j'en suis convaincue, ou est-ce que je le fais parce que j'ai l'impression que ça va que plaire à mes clients, et alors oui, financièrement c'est bien, mais ça correspond pas à mes valeurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure finalement. Voilà, se remettre, remettre ses valeurs et ce dont on a envie, la fameuse vision, hein, du coup, la remettre au cœur de notre réflexion, et communiquer là-dessus. Comme tu dis, si tu communiques d'une manière qui n'est pas la tienne, ça va se voir, ça sert à rien du tout. Ça, au pire, ça va marcher un moment, mais toi, ça va te dégoûter parce que tu vas perdre du sens dans ce que tu fais. Enfin, je sais que là, pour le coup, moi, je suis passée par là en me disant, allez, vas-y, les coachs, faut que ce soit un peu doux, zen et tout mignon et avec de la musique. Mais c'est pas moi, ça, en fait. Moi, j'y arrive pas, ça, à mettre de, voilà. Et faire des citations, je sais plus, Carpe Diem ou ce que tu veux. C'est pas moi, ça me gonfle particulièrement. Alors oui, il y en a qui me touchent, il y en a que j'aime bien, mais c'est pas ma manière de communiquer, c'est pas comme ça que je fais passer les messages. Et bon, bah après, une fois que t'assumes, ça se passe beaucoup mieux, hein, mais voilà. J'ai aussi été obligée de passer par ce truc de wow, on va voir si ça marche chez les autres. Ouais, bah ça marche pas chez moi, donc j'ai vite arrêté ça aussi. Et après, ça, quand tu t'es un peu plus écouté,
T'as senti un impact Ah bah, positif? ah bah, oui, oui, ça marche mieux. Déjà, ça connectait beaucoup mieux avec les gens, donc bah, déjà ça communique, ça connecte, donc c'était un grand pas en avant. Et puis même en termes de clientes, bah, au moins j'avais des clientes qui venaient me voir et puis qui me ressemblaient, enfin qui étaient motivées et qui étaient dans la même dynamique, parce que sinon, quelqu'un qui cherche justement un coach très calme, très posé, alors je peux l'être, hein, je le suis tout autant, mais si tu t'attends à ce que je te brosse dans le sens du poil, Lise peut en témoigner, ça va pas se passer comme ça. Donc du coup, c'est bien parce que ça m'a attiré les bonnes personnes. Et maintenant, quand je fais des ateliers ou quoi, ben je m'éclate en fait parce que je peux faire les choses à ma manière et ça fonctionne. Et il n'y a pas besoin d'être un petit agneau tout mignon. Donc ouais, ça a impacté grandement, mais il m'a fallu du temps pour comprendre ce que j'avais envie de communiquer, comment, à qui, etc. Et puis pour accepter et m'autoriser à allez, on s'en fout en fait, si ça fait pas pro, entre guillemets. Je m'en fous parce que je sais que je suis professionnelle, mais ça sera ma manière à moi d'être professionnelle. Mais ça prend un temps fou. Donc voilà, j'ai rajusté ma barque, comme on disait, mais ça prend un temps fou, ouais. Bah, c'est Et moi, chouette de j'ai eu le l'entendre, temps de je le trouve. faire. Mm. Moi, j'ai eu le temps de le faire et toi, et toi du coup, bah, en fait, c'est un peu le revers de la médaille dont on parlait au début, c'est que toi, finalement, t'as pas eu le temps de faire tout ça parce que t'as été dans l'urgence. Et peut-être aujourd'hui, bah, ce travail, finalement, il se fait là bah, parce que t'as été mise sur le fait accompli, quoi. Donc, c'est bien. De toute façon, c'est sûr que ça arrive à un moment donné, je pense, dans son business, de se mettre face à ça, face au miroir. Ouais, carrément. Non, et ça fait... c'est inconfortable, mais nécessaire, quoi. Faut juste avoir ouais, une forme de courage. En fait, au-delà du courage, c'est plus de s'autoriser. Moi, c'est vraiment ce qui m'a bloqué, c'est de m'autoriser à le faire, qui est très difficile. Et ouais, on verra ce que ça donne, mais je tends à croire que, allez, je vais bien en tirer quelque chose, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est important. Et c'est des cycles, en fait. Vraiment, on passe tous. J'ai l'impression que beaucoup de personnes passent par des phases de remise en question et qu'il faut pas. Il faut pas tellement voir ça ni comme un échec, ni comme une expression, tu vois, de faiblesse, en fait. Et c'est pour ça aussi que je trouve juste trop cool d'aborder ce sujet dans ce podcast, parce que peut-être que, tu sais, enfin, c'est un truc con, mais moi, je communique pas trop là-dessus, en fait, sur les réseaux, parce que quand je suis dans ces phases-là, en fait, j'ai pas envie d'être sur les réseaux, tout simplement. Enfin, non, mais c'est vrai, quoi. C'est même pas une histoire de, oh, j'ai peur de pas me montrer vulnérable ou ce genre de choses. Enfin, de me montrer vulnérable plutôt. C'est vraiment une notion de les réseaux, c'est juste pas du tout le support pour moi à ce moment-là. À la rigueur, tu vois, justement le podcast j'aime bien parce que c'est un format long qui permet de développer un peu les idées, qui autorise aussi à se perdre, tu vois, dans ses réflexions. Et donc dans ces moments, en fait, j'ai juste envie de ça, d'être avec des copains, copines, de tchatcher, et j'en parle hyper librement à tous ceux que je rencontre. Vraiment, j'ai zéro tabou sur le sujet. Mais juste, en fait, sur les réseaux, flemme, enfin, j'ai pas envie de partager ça, et j'ai surtout pas envie d'y être dans ce genre de période. Donc c'est chouette qu'il y ait aussi ce genre d'espace pour ouais, je vais même pas dire libérer la parole, mais juste pour en discuter dans un cadre un peu plus long, un peu cocooning et tout. Et je pense que ça peut servir à beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, j'espère. Voilà. Mais rien que c'est cool de voir que nous trois, on est passé où on passe par ces phases-là. Tu vois, il y a un côté assez waouh, déculpabilisant, quoi. Bah, c'est vraiment l'objectif clairement du podcast, c'est pour ça qu'on l'a créé avec Lem. Et je me permets de rebondir parce que du coup tu dis toutes les trois on est passé ou on passe par ce genre de période. Personnellement moi c'est pas ma première fois, hein. Donc j'ai envie de dire aussi aux auditeurs que c'est pas parce que tu vas y passer une fois que tu passeras pas une deuxième fois plus tard. Voilà, c'est pas pour vous faire peur, mais soyez rassurés, ça arrive et c'est normal quoi. Et qu'est-ce que tu as tiré comme learning de la première fois? Alors moi la première fois que je suis passée par une période un peu similaire, en fait j'ai fait quasiment, enfin j'ai fait mon pivot justement, c'était la transition entre l'année où je faisais que de l'opérationnel et l'année où je me suis positionnée comme plus accompagnatrice, coach, copilote, etc. Donc du coup j'ai switché on va dire à 180 degrés de business model dans mes offres, dans ma cible, dans à peu près tout, dans ma com.
parce que du coup je voulais plus du tout faire de l'opérationnel, mais vraiment plus quoi. Donc j'ai eu un temps de latence justement entre le moment où tu mets en place toutes les choses petit à petit et le moment où du coup ton audience se régénère et comprend ce que tu veux faire maintenant. Mais ça a été le meilleur move que j'ai pu faire là depuis le début. Ça fera 4 ans en janvier que je suis lancée. Et mais là, tu vois, cette fois-ci, c'était simple dans le sens où j'ai mis le doigt de suite sur ce qui allait pas. Tu vois, ce côté opérationnel qui finalement m'enchaînait à des clients. C'est ce que je voulais plus. Et ce côté de pivoter sur l'accompagnement, tout ça et tout, ça me laissait la liberté dont j'avais besoin. Donc c'était simple, c'était clair, c'était efficace. Donc tout s'est fait plus ou moins naturellement. Bon, il y a eu forcément des périodes de down parce que du coup, il y a la transition, ceci, cela. Mais là, tu vois, dans cette période-là dans laquelle je suis actuellement, j'ai pas cette clarté sur ce qui va se passer après. Et c'est là où du coup, je le vis différemment parce que du coup, c'est moins évident. C'est bien, on pourra refaire un débrief dans quelques temps pour voir qu'est-ce qui était de l'autre côté du tunnel pour chacune d'entre vous en plus. Donc ça sera... on va vraiment fera faire genre que l'amour. sont-ils devenus. J'allais dire, comme dans l'amour et dans le pré, que sont-elles devenues? Mais c'est pas la première fois qu'on en parle. Hein. Je sais que sur une interview ou deux, on avait déjà dit vas-y, on en reparle dans 6 mois pour voir où est-ce Mais qu'on en est. Mais ça c'est sûr, peut être une bonne idée. c'est trop intéressant, ça sera trop intéressant. Genre, bon bah voilà, 6 mois, 1 an après, que fais-tu, que deviens-tu, quelle décision as-tu prise, qu'as-tu appris sur toi? Et hop, voilà, trop bien, trop intéressant. On va vous suivre sur une dizaine d'années en fait, on va voir les évolutions comme ça va être bien. Oh mon Dieu. Quand on aura nos rides et tout, là, ah pitié, non. Hein. Non, ça on filme pas. Hein. Non, ça sera l'occasion de faire notre soirée pyjama de la loose, là, dont on avait parlé en off. Voilà, je spoil pour les auditeurs. Il n'y a rien à spoiler du tout, mais c'est une petite private joke qu'on a eue. Mais Ouais, peut-être moi je un trouve que c'était jour. une bonne idée. Yes, on Et met en ça en plus, tout place, à l'heure, on reviendra vers vous. Tout à l'heure, j'ai pensé à vous et je me suis dit que ce serait trop cool de faire un format table ronde. Carrément. Voilà, je pose ça là. Si vous validez cette idée, mettez 5 étoiles au podcast. Dites-nous, ouais. Voilà. Non, après, des idées, on en a avec Clem, c'est pas ça qui manque pour le coup. Là, on est plus sur de la quête de temps, mais oui, on note les idées et on verra ce qu'on en fait. Mais oui, mettez 5 étoiles pour nous montrer, et des avis et des commentaires pour nous montrer que vous êtes chaud pour la table ronde et la soirée pyjama, et puis on verra ce qu'on fait. Voilà. Bisous. Bref, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier petit mot peut-être, Léa, à nous dire par rapport à tout ça, un message d'espoir, de motivation, tout ce que tu veux, ou on est pas mal? Bah, 2 choses. Premier, allez, petit résumé en 2 learnings. Premier learning, les gars, tout prend du temps. Voilà, c'est normal. C'est normal de pas être riche dans ta féfé à Dubaï en 5 jours. C'est normal de pas trouver ce que tu as envie de faire exactement de la bonne manière du premier coup. C'est normal de pas percer sur les réseaux en 30 jours. Voilà, juste, c'est normal que les choses prennent du temps. Deuxième learning, c'est de s'écouter. Tu vois, encore une fois, vraiment, je vais juste remettre ce petit truc-là, mais je pense que on est vraiment aujourd'hui dans une société, tu vois, alors là, ça va être un peu le moment philo, mais qui fait tellement de bruit, on est tellement pris dans le brouhaha de l'information qui jaillit dans tous les sens, de ce qu'on lit justement sur les réseaux et qui façonne complètement notre réalité, tu vois, qui n'est plus du tout en fait connecté justement au réel. C'est ça qui est assez trash. Je trouve que au plus on est connecté digitalement, au moins on est connecté à une forme de vraie normalité, tu vois, et de réel. Et donc ouais, le message en fait, c'est de se dire, je pense qu'aujourd'hui vraiment, et je le dis assez souvent, mais pour moi la vraie clé à développer, genre 2024, 2025, 2026, 2030, c'est son esprit critique et être capable justement par moment de juste de se mettre un petit peu à côté de tout ce à quoi on est exposé, tu vois, en retrait, et de se dire, ok, qu'est-ce que j'en pense vraiment, genre, c'est quoi les pour, c'est quoi les contre, est-ce que vraiment ça m'appartient, est-ce que ça appartient aux autres et pas à moi, donc voilà. Prenez le temps, en fait, accordez-vous ce temps de réflexion et de reconnexion un peu à vous-même, c'est très chouette.
Trop cool, merci beaucoup Léa. On te retrouve où si on a envie de te poser, te harceler de questions du coup? LinkedIn, j'imagine? Écoutez, vous me retrouvez à Toulouse. Non, vous pouvez me retrouver sur mon LinkedIn et ainsi que sur ma newsletter qui s'appelle Dopamine, dans laquelle on décode la science des contenus qui cartonnent. Voilà. Alors, juste parce qu'elle se fout de ma gueule, je vous autorise à aller la harceler sur LinkedIn ou dans sa newsletter, n'importe où. C'est horrible La ce qu'elle vient mafia de faire. d'étudistes qui vont te tomber sur la tronche, là, ça va pas tarder. Je On va n'ai, j'ai venir pas te peur. lancer des chocolatines, d'accord? Oh là là. Oh quelle mon horreur. Dieu, oh mon Dieu. Oh yeah. Ça n'existe pas, donc il n'y Balancez-moi. aura rien à lancer. J'adore. Bah, franchement, Bref, merci voilà. pour l'invitation. C'était vraiment, c'était cool. C'était archi décousu, mais je trouve ça, ouais, voilà, petit papotage sans filtre entre copines. C'était très sympa. J'espère que, bah, franchement, hyper hâte. Si vous écoutez cet épisode, surtout si vous avez tenu jusqu'ici dans nos digressions mentales, bah, partagez-nous un petit peu votre ressenti. Voilà. Dites-nous ce que vous avez, ce qui vous a parlé, ce sur quoi vous aimeriez peut-être qu'on puisse creuser. Enfin, je dis on, mais ce sera pas moi. Et Elle fait notre taf là. On intègre une 3e personne dans le podcast, ça y est. voilà, c'est ça. Mais n'hésitez pas à envoyer un petit message. C'est pas grand-chose, mais en fait, ça a beaucoup d'impact. Et donc voilà, j'espère que ça pourra servir tous les très chers et fidèles auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui. ASMR. Mon Dieu. C'est l'épisode le plus what the fuck, je crois, qu'on a depuis le début. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?